Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Bibouda et ce soir sera consacré à la longévité et au vieillissement. Nous accueillons pour ça Terence Erickson. Vous êtes chercheur en neurosciences à l'Institut Curie, vous êtes spécialiste de neurobiosynthétique, vous êtes vulgarisateur, auteur d'articles de vulgarisation de sciences et donc un spécialiste du vieillissement et du moins de la longévité. C'est ce dont on va traiter ce soir. En préparant ce webinaire, nous avons échangé évidemment beaucoup d'informations et il est apparu que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité, puisque nous avons maintenant, du moins la science, nous donne maintenant suffisamment d'informations sur le vieillissement, sur la longévité et sur les causes du vieillissement, ce dont nous ne savions pas quels étaient exactement les paramètres jusqu'à présent. Je crois qu'il a été identifié qu'il y avait 9 causes du vieillissement ou du vieillissement accéléré et qu'il était possible d'intervenir sur ces causes-là différemment ou conjointement. C'est ce dont nous allons nous entretenir ce soir. J'aurais aimé que vous me disiez d'ailleurs, donc, y a-t-il des moyens concrets, à part la science et l'hôpital et quelques opérations merveilleuses de médecins loin et chers, y a-t-il des moyens concrets pour moi pour agir sur mon vieillissement, pour le ralentir et pour gagner de belles années, et pas des années de grabataire, mais des belles années en bonne santé? Oui, alors déjà, bonjour à tous. Oui, oui, c'est sûr que je pense que, comme tu dis, au-delà, on peut se tutoyer d'ailleurs, ça te dérange pas? Moi, je Allons-y. je suis plus à l'aise, yes, génial. Hem, c'est vrai que je pense que chacun, au-delà, comme tu dis, d'aller en hôpital ou de voir avec des médecins, c'est que je pense que chacun mérite d'être en bonne santé et en plus a les clés à l'intérieur de lui pour le faire véritablement. Chacun peut apprendre, comprendre, dévoiler, magnifier ces clés de la longévité, puisqu'en fait, c'est juste comprendre son corps, comprendre notamment que ça soit, mental ou physique, comment on fonctionne, quels sont nos besoins aussi et vraiment avec des choses qui sont très simples et qui sont avant tout scientifiques, hein. On veut surtout pas faire de ce qu'on pourrait appeler de la pseudo-science ou de la fausse information. On a tout un tas d'articles scientifiques qui, moi, je pense, sont hyper importants à vulgariser, à faciliter leur accès et à transmettre pour en effet avoir des choses très très quotidiennes, pragmatiques, faciles à emporter hein, sur son alimentation, son mode de vie, ses relations sociales, etc. Ouais. D'accord. Alors, quel serait le premier levier le plus utile, le plus facile d'accès pour moi? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est des compléments alimentaires? Est-ce que c'est des plantes? Par quoi est-ce que je peux commencer pour agir concrètement et sur quel levier du vieillissement? Parce qu'apparemment, il y en a plusieurs des leviers de vieillissement. Alors en effet, il y a ces fameux 9. Alors je vais peut-être les présenter rapidement ces 9 là avant de répondre à ta question. Ouais. En effet, ils ont été découverts dans un article éminent qui est celui du Lopin Hôtesse 2013. Cet article s'appelle Hallmark of Aging, donc les marqueurs du vieillissement en anglais. Ça a été réalisé du coup par Lopin Hôtesse, qui est donc du coup un chercheur. C'est une publication scientifique hyper intéressante, hyper inspirante, puisqu'elle s'est dit on va pas juste trouver quelque chose de plus, on va prendre du recul et on va se dire bah, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur les sciences de la longévité. Et ils ont réussi à trouver, en effet, 9 causes. Pourquoi on appelle ça des causes de la longévité? Parce que du coup, on ne va pas attendre d'avoir notamment un cancer ou une neurodégénérescence pour commencer à agir dessus, mais on va plutôt essayer d'aller voir les causes. Donc les causes, ça va être, on va les voir petit à petit, hein, ça va être notamment dans la génétique, l'épigénétique, les cellules souches, l'inflammation, etc. Et il va y avoir plein de choses hyper inspirantes à aller voir par rapport à ça. Donc c'est vraiment cet article, 2013 l'article, hyper intéressant, hyper inspirant, qui du coup moi aussi m'a inspiré directement pour ce webinaire. Et comme tu dis, quel est le levier le plus important, le plus impactant en tout cas, bah, j'ai envie de dire celui le plus facile d'accès, le plus facile à comprendre, qui est via notre alimentation. Alors avant tout, avant d'en parler plus concrètement, moi ce que je veux dire, c'est que je vais pas vous empêcher du tout d'avoir telle ou telle maladie. C'est pas, je ne suis pas du tout un magicien ou la science n'est pas de la magie, mais en tout cas en termes de probabilité, on peut véritablement jouer sur réduire la probabilité d'avoir telle ou telle maladie. Et donc, l'alimentation, et ben, ça va être essayer d'avoir la meilleure alimentation qualitativement, quantitativement, et on verra même sur d'autres aspects. Alors, soyons hyper pragmatiques, prenons je peux vous donner une petite liste d'aliments qui sont super bons pour la longévité. En tout premier, surtout maintenant dans cette période de confinement très particulière, ce sont tout ce qui sont les fibres. Les fibres, ce sont des choses qui, alors on les trouve notamment dans les légumineuses, dans le flocon d'avoine, dans certains légumes.
Les fibres sont incroyablement géniales puisque, en fait, elles ne sont quasiment pas digérables par notre alors moi, je ne suis pas nutritionniste, hein, je vais juste vous proposer des choses. Après, à vous de prendre ou non, hein, mais en tout cas, je vous propose l'état de l'art par rapport à tout ça. Les fibres ne sont très mal digérables par notre corps et du coup, en fait, elles vont être vraiment véritablement aider notre intestin à du coup, malaxer et à utiliser ce qu'on appelle notre microbiote, qui est l'intégralité des bactéries qui sont à l'intérieur de notre intestin. Mini anecdote, je trouve ça toujours hyper inspirant. On a 10 fois plus de bactéries dans notre intestin qu'on a de cellules dans l'intégralité de notre corps. Donc, ce qui est absolument incroyable, on a des milliards de bactéries. J'ai plus le chiffre exact, désolé. Mais du coup, en fait, voilà, cette combinaison des fibres et des bactéries vont faire que, avec tout ce cocktail-là, on va, les fibres et les bactéries vont pouvoir nous aider à extraire un maximum de vitamines, de protéines, de nutriments nécessaires en tout cas, qu'on ne pourrait pas forcément réussir à extraire normalement. Donc voilà, donc les fibres, hyper bien. Il y a toute cette catégorie des antioxydants qu'on entend aussi très souvent. Les antioxydants, ce sont des molécules qui, du coup, vont empêcher l'oxydation. L'oxydation qui est quelque part la rouille de nos cellules. Voilà. Mmh. Les cellules qui rouillent, c'est des cellules qui du coup, s'oxydent, qui vont commencer à de moins en moins bien fonctionner. Et vous comprenez qu'après, on déclenche facilement d'autres maladies, typiquement, je pense à Alzheimer ou Parkinson, qui sont des maladies dues à l'oxydation de nos protéines, hein. On pourra y revenir plus tard. Donc les antioxydants, on en trouve dans la plupart des fruits, notamment je pense à la vitamine C qui est un antioxydant, pardon, qu'on trouve dans les agrumes, les myrtilles, il y a pas mal d'antioxydants avec l'anthocine. On va avoir souvent les légumes qui ont des belles couleurs, ils ont plein de flavonoïdes qui sont aussi des antioxydants. Je pense aux poivrons qui sont soit rouge, jaune ou vert, de couleurs éclatantes. Euh, on a je pense aussi aux cornichons, les cornichons qui sont l'un des rares légumes que l'on consomme fermentés. Et fermenté veut dire avec des levures et des champignons. Et du coup, on va les assimiler comme des probiotiques. Probiotique qui veut dire pro en faveur d'eux, donc en faveur de la biologie, en faveur des bactéries intestinales. Donc en mangeant des aliments fermentés, les cornichons en sont. On a aussi pas mal, la plupart des yaourts et des fromages le sont aussi. Un peu plus modéré pour les fromages et les yaourts, on pourra y revenir pourquoi aussi après. C'est juste génial pour booster cet environnement bactérien à l'intérieur de notre intestin. Voilà, je pense qu'on commence à faire un petit élagage de ce qu'est l'alimentation et de son importance. On pourrait aussi penser à tous les poissons qui sont riches en oméga. Alors les oméga, ce sont des lipides. Pourquoi les lipides c'est bon? C'est parce que du coup nos cellules, qui sont des petites boules, sont faites la membrane des cellules est faite de lipides. Les lipides sont des acides gras. Et donc, prendre des bons acides gras, ce qu'on appelle insaturés, qui sont meilleurs que les acides gras saturés, c'est très bon. Les acides gras insaturés, les bons acides gras, le bon gras en fait, hein, on le trouve notamment dans toutes les huiles d'origine végétale. Donc, les huiles d'olive, de colza, de tournesol, etc. L'huile d'olive est une très très bonne huile, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le régime méditerranéen qu'on appelle aussi régime chrétien est très très bon par rapport à des régimes nordiques qui eux D'accord. utilisent des graisses animales comme le beurre et la crème, qui du coup sont des acides gras non pas insaturés mais saturés et qui sont du coup bien plus mauvais pour notre corps. Bon voilà, je parle beaucoup mais c'est ça pour l'alimentation en tout cas. Beh, tu es là pour parler beaucoup et justement nous apprendre beaucoup de choses, tant mieux. Effectivement, est-ce que tu pourrais faire le tour, des bénéfices, concrets effectivement, donc tu parlais du régime méditerranéen, qui dans le monde entier effectivement est reconnu comme étant le meilleur des régimes pour la santé cardiovasculaire, pour la santé neurologique, la prévention de maladies, neurodégénératives, mais pas que. Tu pourrais te faire le tour des bénéfices d'une alimentation saine, telle que tu l'as décrite, sur les grandes pathologies, beh, qui sont liées à l'âge, quoi, très clairement. L'usure des articulations, enfin je sais pas si tu peux détailler quel est le bénéfice réel? Ouais, bien sûr. Alors même plus puissant, je pense qu'on peut reprendre encore plus l'exemple en ce moment de notre pour voir à quel point une bonne alimentation agit sur une bonne longévité, en tout cas une bonne santé cellulaire, qui après du coup va aider le corps à moins vieillir et être en meilleure santé plus longtemps. Ce que je veux dire, c'est que tu parlais voilà des articulations, donc moi je rebondis dessus directement, hein. Les articulations, les ligaments, les tendons, qui sont des parties très importantes de notre corps, ils ont tendance à eux aussi très vite s'oxyder, hein. Ce sont quand ils sont comment dire?
notamment quand on reste très longtemps assis ou allongé, comme en ce moment dans le confinement. On va avoir, alors voilà, ces tendons-là, ces ligaments, ils vont beaucoup moins bien fonctionner, enfin ils vont juste moins fonctionner, être moins sollicités. On va aussi avoir tous les vaisseaux sanguins qui vont être moins sollicités, donc avec des risques de thrombose, de boucher des vaisseaux sanguins. Mais là, encore une fois, je veux pas du tout être pessimiste. Je veux dire, voilà, on peut agir dessus directement. Euh, pour tout ce qui va être, du coup, les maladies cardiovasculaires, je parlais de boucher des vaisseaux sanguins, il faudrait plutôt éviter de déboucher des vaisseaux sanguins. Là aussi, l'alimentation est très puissante. Alors forcément, je pense que vous avez entendu parler du cholestérol, qui n'est pas bon pour la santé. Encore une fois, bah, certes, on peut se dire, on peut s'arrêter à bon, le cholestérol, c'est bon pour la santé, et je réfléchis pas. Mais moi, je pense que chacun d'entre nous a la capacité de comprendre pourquoi. Enfin, moi, je suis très curieux et je me dis, quand je vois ça, moi, quand je vois oméga 3 ou cholestérol, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, quels sont les mécanismes moléculaires. Alors notamment, je vais vous la faire j'espère moins de 20 secondes. Du coup, je pense que vous l'avez compris, j'adore vulgariser les choses. Le cholestérol, c'est un type d'acide gras particulier aussi, qui malheureusement, contrairement aux bons oméga 3, 9, enfin oméga 3, 6 et 9, va lui fluidifier plutôt le gras et du coup favoriser ça s'appelle des radiolipidiques sur nos membranes. Je pense que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui du coup, pour certains le savent, vont agréger plus facilement des mauvaises choses, et notamment ce qu'on appelle l'athérosclérose, euh, athéro, vaisseau sanguin, et sclérose pour formation de plaques, qui du coup va créer des plaques dans les vaisseaux sanguins plus facilement. Donc en effet, le cholestérol n'est pas bon, mais du coup, c'est bien de comprendre aussi pourquoi. Parce que du coup, je pense que quand on comprend pourquoi aussi les choses sont bonnes ou mauvaises dans l'alimentation typiquement, on a encore plus envie d'en découvrir et de comprendre pourquoi c'est comme ça. Moi, je suis plutôt ce D'accord. partisan de comprendre les choses pour les rendre plus jolies. Ouais. Donc ouais, Ouais, on mais a parlé, c'est ça, on a parlé vaisseau sanguin, articulation, bon, évidemment les muscles aussi qui sont oh, très ouais, importants. Je pense que vous pouvez peut-être le ressentir parce qu'ils sont en confinement aussi. On commence à avoir on peut avoir facilement des douleurs dans le dos notamment qui apparaissent de plus en plus parce que du coup on sollicite moins vu qu'on est souvent assis et non plus debout. On sollicite moins nos muscles et notamment nos muscles profonds qui sont ceux qui nous servent à avoir une certaine posture. Et donc ceux-ci fondent. En effet, c'est très important de continuer d'avoir en tout cas, d'être souvent debout, de souvent marcher, si possible. Alors, notamment, moi, je peux vous donner un conseil tout bête. Moi, j'ai un de mes bureaux qui est debout, ce qui fait que quand j'ai envie de travailler debout, je travaille debout, et c'est très très bon, notamment pour restimuler ces muscles. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, tout ça, c'est pas forcément la longévité, mais en fait, si stimuler les muscles, stimuler nos tendons, stimuler notre vaisseau sanguin, notamment via le sport, c'est réenclencher tout un cycle cellulaire très important qui est notamment, il y en a plusieurs qui vont être réenclenchés, mais je pense que l'un des plus faciles à comprendre, c'est celui des endorphines et du bien-être. Notamment quand on fait du sport, on sécrète de l'endorphine ou endomorphine, c'est la même chose. Endo pour à l'intérieur, donc voilà. La morphine de l'intérieur, c'est une sorte de drogue de l'intérieur que notre cerveau peut créer. C'est la drogue du bien-être, entre quelque part, avec aussi la sérotonine. Stimuler la sécrétion de ces choses-là en étant bien dans sa tête, en étant bien dans son corps, c'est aussi s'auto-persuader que tout va bien, et ça ça a vraiment des bénéfices. C'est pas du tout de la magie, hein, c'est encore une fois des neurosciences. Favoriser ces états de bien-être et enlever le stress, c'est favoriser le déclenchement de ce relargage de sérotonine, d'endomorphine, etc., qui vont baisser l'inflammation notamment liée à l'âge, et qui vont véritablement envoyer des signaux de bonne santé à toutes nos cellules, voilà, via tout le circuit hormonal. d'accord. Alors attends, avant de partir sur les bénéfices de l'activité physique, je voudrais que tu termines sur l'alimentation. Donc, sans jouer par la morale, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Donc, tu viens d'expliquer tous les bénéfices d'une bonne alimentation. Et à contrario, quels sont les préjudices d'une mauvaise alimentation, de ce qu'on appelle la malbouffe? Donc, c'est trop gras, trop salé, trop sucré. Grosso modo, ça résume à ça. Trop de viande rouge aussi. Ça a des effets délétères et ça accélère le vieillissement, je crois, parce que ça entretient l'inflammation chronique. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors c'est vrai que c'est important de parler des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, tu as raison. Typiquement, l'une des très mauvaises choses que je recommande en ce moment, surtout en ce moment avec le confinement, c'est tous les aliments mous, toutes les alimentations de type molle. Ce que je veux dire par mou, c'est les fast-foods, les pizzas, etc. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi, et c'est notamment pourquoi les fast-foods en général sont aussi plutôt mauvais pour la santé. Je pense que ça, vous vous en doutez. Mais encore une fois, c'est pas parce que ces choses-là sont forcément trop caloriques.
trop riche. Notamment, je pense à un plat de pâtes à la bolognaise est bien plus riche qu'un burger dans une célèbre enseigne de fast-food avec un M en jaune. Mais le problème de ces enseignes-là, c'est qu'elles vous proposent de la nourriture molle qui, du coup, ne vous force pas à mastiquer. Et mastiquer, c'est ultra important. Notamment, on verra pourquoi ça agit sur la longévité. Parce que du coup, mastiquer, ça va envoyer, donc ça va presser vos dents, ça va envoyer des messages nerveux pour tous les nerfs qui sont autour de votre bouche, qui vont du coup vont directement dialoguer à votre cerveau. Et votre cerveau va se dire, OK, là, on est en train d'ingurgiter une grosse quantité d'alimentation, de nutriments. Il faut que je prépare mon intestin à pouvoir métaboliser. Donc métaboliser, c'est tirer parti des nutriments, et cetera, préparer mon intestin. Si on le fait pas, si on mastique pas assez, tout rentre à l'intérieur, il y a un trop gros flux qui arrive et notre intestin et notre estomac n'est pas prêt du tout. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on bat direct, on dit l'expression «c'est tout pour le gras», hein, ça veut dire ça, c'est-à-dire que tout est directement transmis dans les adipocytes, gras et cytes pour cellules, donc les adipocytes sont les cellules du gras, que certains connaissent plus que d'autres malheureusement, sans condescendance. Mais voilà, c'est ça. Donc mastiquer pour éviter, en tout cas, éviter la nourriture molle. Le vin aussi, ou en tout cas l'alcool en général, parce que on se dit souvent, en ce moment, c'est bien de prendre un petit verre pour essayer de rester en bonne santé. L'alcool, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Et si tu le dis à un neuroscientifique comme moi, c'est évidemment une très mauvaise chose. C'est-à-dire que l'alcool a vraiment des effets très délétères, bien plus que certaines autres drogues qui sont pourtant illégales, hein. L'alcool est une drogue légale, mais qui n'est pas très bonne. Alors moi-même, je bois et je ne me restreins pas, mais il faut, si on boit de l'alcool, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mieux agir dessus. Ce que je veux dire, c'est que si on comprend par exemple que l'alcool fait preuve de rétention d'eau, eh ben, on comprend qu'il faut de l'eau, et notamment boire 2 verres d'eau pour un verre d'alcool, c'est très important, parce que la gueule de bois, pareil, on peut se dire, oh, la gueule de bois, c'est pas cool, mais bon, je m'en fiche. Alors que si on comprend qu'est-ce que c'est la gueule de bois, et qu'on comprend que c'est 100% une déshydratation des neurones du cerveau, qui du coup, en se déshydratant, vont venir tirer sur les méninges qui sont la, la couche protectrice de votre cerveau, et ben on comprend que boire c'est hyper important, et on comprend du coup que bah on peut éviter la gueule de bois plutôt que juste à se dire bon bah tant pis, je vais avoir une gueule de bois, mais je m'en fiche quoi, je prends à boire. Donc voilà, c'est toute une façon d'appréhender son quotidien avec des petites choses très simples à penser, à faire, hein, comme ce fameux 2 verres d'eau pour un verre de vin, 2 verres d'alcool en tout cas, très important. Peut-être ajouter aussi une petite chose, on dit souvent que le vin rouge est très bon pour est bon pour la santé. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce qu'il y a du resveratrol, qui est une puissante molécule pro-longévité, hein, qui, dans des études scientifiques reconnues, a augmenté la longévité de certaines souris de jusqu'à, je crois que c'est 20 ou 30%, il faut que je vérifie. Mais le truc, c'est que cette molécule-là, le resveratrol, il est aussi en présence d'alcool. Donc, on a à la fois l'effet bénéfique du resveratrol et l'effet délétère de l'alcool. Donc, à la limite, il faudrait plutôt prendre des compléments alimentaires. Des fois, on peut en voir, hein, dans les étals où il y a juste du concentré de resveratrol sans le vin qui va autour. Donc, voilà. Voilà pour la partie. On a parlé d'alcool, de fast-food à éviter du coup. Peut-être dernière chose très importante, je pense qu'on prend du temps sur l'alimentation, mais c'est bien parce que c'est vraiment très important, par rapport à la viande. On sait que la viande est un produit cancérigène. Ça, c'est une certitude, l'OMS l'a reconnu et il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne veux pas du tout faire une propagande végane, absolument pas. Moi-même, je continue à manger de la viande. Je veux juste vous proposer de comprendre quelles sont les meilleures viandes et quelles sont les moins bonnes. Et après, à vous de faire le choix, vraiment à vous de faire le choix. Il y a des viandes qui sont, vous sont remarquées, plus blanches et d'autres plus rouges. Et dans une certaine qui vont être jusqu'à aller être carrément, quasiment noires. Les viandes noires sont les viandes des gibiers, hein, sangliers, les cerfs, etc. Plus une viande est foncée, plus elle est gorgée de sang. Et en fait, c'est un bon indicateur de se dire que plus une viande voilà, est foncée, plus une viande est rouge, plus elle est mauvaise pour la santé. En quelque sorte, ce sont les viandes qui viennent du coup de mammifères, qui vont être du coup très proches de nous, et qui vont très rapidement acidifier le sang. Notamment parce que voilà, c'est un peu à manger des animaux qui sont proches de nous, comme des mammifères, je parle dans l'évolution, plutôt que de manger des animaux qui sont loin de nous, comme les oiseaux. Voilà, c'est pas très bon parce que du coup, on est alors j'essaie de vulgariser ça facilement, mais du coup, voilà, on va véritablement ingurgiter des choses qui sont proches de nous en termes de muscles, etc., et qui vont très vite acidifier le sang parce que du coup, notre corps réagit à cela.
Alors que si vous l'avez compris, dans les viandes blanches, les viandes des volailles, il y a moins de sang et du coup, c'est une viande qui est plus assimilée. C'est notamment pour ça que les sportifs ou les gens qui font de la musculation prennent surtout du poulet ou de la dinde. C'est parce que du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup plus de protéines et de bénéfices à en tirer. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des aliments à éviter. C'est pas mal effectivement. Et dans le régime crétois, il est fait une belle part aux poissons, Ouais, comme protéines, effectivement sans le problème des viandes rouges que tu viens de souligner. Je reviens sur ce que tu as commencé à avancer tout à l'heure sur le bénéfice de l'activité physique. Parce qu'on sait effectivement que maintenant la sédentarité qui frappe les pays occidentaux tue plus que la cigarette. C'est beaucoup plus dangereux de rester 8 heures assis devant un écran que de fumer, alors peut-être pas un paquet, je sais pas, faut pas exagérer, mais que de fumer du tabac, alors qu'on sait que le tabac est un facteur majeur de raccourcissement d'espérance de vie, parce que c'est hyper pro-Occident et ouais. ça fracture l'ADN, on le sait. Alors l'OMS nous dit très bien, pour être en bonne santé et par une activité physique même simple, il faut faire 10 000 pas par jour. Donc, ok, on peut avec les applications, les montres, tout ça, compter ce nombre de pas. Mais là, actuellement, en période de confinement, comment tu veux faire pour maintenir une activité physique suffisante pour qu'elle soit bénéfique pour le corps et quel type d'activité tu recommanderais pour pouvoir être en bonne forme? Ouais, bien sûr. Alors déjà, je pense que je vais commencer à répondre à ta question en ne répondant pas à ta question. Ce que je veux dire, c'est que tu vas parler de l'OMS, ça me fait penser à un truc, juste pour finir le chapitre d'avant. L'OMS a reconnu, je crois que c'était fin 2019, très récemment, que dans les pays développés, la cirrhose du foie, qui peut être aussi appelée la maladie du soda, je crois qu'il y a quelqu'un comme Pierre Ménès qui avait été aussi connu pour avoir cette maladie-là, a été reconnue comme la première maladie mondiale chez les pays développés, hein, les pays en bonne santé à cause de la malbouffe et de surprésence des sodas. C'est pour ça qu'on parle de la maladie du soda qui du coup va détruire le foie. Parenthèse fermée. Donc, voilà pourquoi l'alimentation c'est hyper important pour la longévité. Alors en effet, ouais, on est tous confinés chez nous et on ne peut pas sortir. Alors déjà, certes déjà tout ce qu'on dit sur 30 minutes par jour de marche minimum ou c'est 10 000 pas, ça c'est vrai, ça c'est sûr. Il faut pas non plus faire trop d'activités, ça c'est pour les sursportifs parce que du coup forcément on va trop solliciter notamment nos reins qui vont brasser trop d'eau, des choses comme ça, mais ça c'est vraiment des extrêmes qu'on va pas aller voir aujourd'hui. Mais oui, ça c'est sûr, faites du sport si possible. Alors pour les gens qui sont chez nous, ça c'est autre chose. Alors il y a je pense que là, on m'attend à ce que je réponde sur comment faire bouger les muscles de ses jambes pratiquement, ou je sais pas, de ses bras. Il y a peut-être quelque chose que j'aimerais bien commencer par des muscles qu'on oublie souvent en confinement et qui bougent beaucoup moins que d'habitude, ce sont les muscles des yeux. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que du coup, on est trop habitué à regarder qu'une seule chose, qu'un seul écran, plutôt que d'être dehors ou en tout cas à bouger, à regarder un peu partout. Et c'est une très très bonne gymnastique notamment. Alors moi, je dis ça parce que je le fais tous les soirs, de faire des petits exercices avec les yeux pour avoir continué à avoir en tout cas une bonne mise au point de nos yeux. Alors, parce que du coup, la mise au point, en tout cas, faire fonctionner nos yeux, ça va notamment stimuler toute cette mécanique pour éviter d'avoir trop rapidement, encore une fois, ça va pas éviter, mais ça va empêcher que ça arrive trop rapidement, tout ce qui est la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, toutes ces maladies de perte progressive de la vision qui sont, je pense, souhaitables pour personne. Là encore, ça ne va pas empêcher ces maladies-là, mais ça peut au moins les ralentir, comme on verra peut-être tout à l'heure que Alzheimer pourrait être ralenti en continuant un maximum à stimuler son cerveau. Les petits exercices que je veux lui proposer, c'est notamment ce que j'aime bien faire, c'est mettre son pouce assez près de son visage et rapidement focaliser notre pouce et quelque chose qui est loin à notre horizon. Focaliser notre pouce, quelque chose qui est loin à l'horizon. Et faire ça plusieurs fois. Ce qui fait on va regarder très près, très loin, très près, très loin. Et du coup, on va faire marcher tous les petits muscles. Alors, on a vraiment beaucoup, beaucoup de muscles. Hein. Je pense que on s'étonne souvent du nombre de muscles qu'on a dans les yeux pour les faire bouger dans tous les sens. Tous ces muscles-là, ils ont besoin d'être bougés, notamment pour bien fonctionner. Il y en a un autre aussi, c'est tout simplement faire des carrés, donc regarder dans les 4 coins de votre œil ou faire des ronds, etc., pour stimuler ces muscles qui sont du coup beaucoup moins sollicités dans ces périodes-là. Sinon, en effet, ouais, comme tu disais, essayer de alors voilà, j'ai déjà dit, essayer de travailler debout si possible, en tout cas essayer de marcher assez souvent pour essayer d'avoir éviter toutes ces maladies pas ces maladies, mais ces douleurs dans le dos qui peuvent apparaître très très souvent, dans le confinement parce qu'on bouge pas. C'est sûr qu'après, voilà, on peut pas faire des grosses distances. Moi, j'ai aussi tendance à dire, alors je n'invite forcément personne à sortir dehors et à respecter le confinement, mais déjà, si, si on peut déjà éviter, si on sort,
Je pense que tous les gens qui sont en campagne, bon, il y a pas trop de soucis, vous avez un jardin et profitez-en. Les gens qui sont en ville, si vous sortez pour faire de l'activité physique, évidemment, dans ce contexte du Covid-19 et de longévité tout court, évitez de sortir à des heures de pointe, mais n'hésitez pas forcément à sortir très tôt le matin ou très tard le soir. Moi, ça m'arrive parce qu'on a notamment droit à une heure quotidienne, donc il faut, si on peut, autant la prendre. Et pour mettre en danger personne, autant la faire soit très tard le soir. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Souvent, je cours vers 22h, 23h du soir, parce que déjà, il y a personne, donc je sais que je contamine personne, et je peux quand même continuer à m'entraîner, moi qui fais de l'athlétisme en temps normal. Voilà, c'est vraiment ce que je peux D'accord. proposer, c'est, ouais, c'est sûr, ne restez pas à Vichy. Ne restez pas à Vichy pour plein de raisons, notamment en premier lieu pour la circulation sanguine, qui a besoin d'être stimulée pour être vraiment en, voilà, en bonne santé. Ce que je veux dire, c'est que notamment, pourquoi le sport c'est bon. Tout à l'heure, on parlait de l'endorphine et la sérotonine sécrétée. Mais le sport c'est bon aussi parce que ça fait une sorte de vidange de votre système circulatoire. Ça purge un peu, genre, comme on augmente la pression sanguine et la circulation sanguine, et ben aussi, voilà, on favorise le fait que le sang circule mieux et on peut éviter aussi ou se prémunir de risques thromboliques qui sont du coup des occlusions de nos vaisseaux. Voilà, je pense pour la partie effort physique en tout cas. D'accord. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous dire un mot sur, l'impact de l'environnement, sur l'espérance de vie, la longévité? Parce qu'on sait effectivement que les pollutions, pollution de l'air, pollution de l'eau, même les pollutions, électromagnétiques ont un impact réel sur l'espérance de vie ou sur le développement de pathologies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, notamment. En même temps, tout le monde ne peut pas déménager de grande ville pour s'installer à la campagne, tout le monde ne veut pas le faire. Respirer le grand air de la mer, c'est super, mais peut-être pas toute l'année. Alors, comment est-ce qu'on fait pour jongler dans notre époque actuelle, dans nos vies qui sont faites de voitures, de respirer de la pollution atmosphérique, et pourtant concilier une volonté d'agir sur un paramètre qui réduit la longévité? Oui, alors tu le dis très bien, je pense que le mot magique ici, c'est épigénétique, pour comprendre comment l'environnement joue sur, notre longévité, qu'elle soit aussi celle de notre ADN comme celle de nos cellules. Du coup, peut-être un petit point de vulgarisation en j'espère maximum 2 minutes pour savoir ce que c'est l'épigénétique parce que si vous connaissez pas ce mot-là, on va en parler de plus en plus dans les années à venir et il va être très, très important. C'est une discipline assez jeune d'ailleurs. Alors, pourquoi épigénétique? Déjà parce que je pense que tout le monde connaît la génétique, qui est du coup, la science qui s'occupe de notre information génétique. Nous sommes tous faits de cellules, donc ces petites, compartiments cellulaires qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sont entourés de lipides, donc d'acides gras et qui à l'intérieur contiennent un noyau et à l'intérieur de ce noyau, il y a du coup l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Donc c'est un alors nucléique pour dans le noyau, acide parce que c'est un acide, hein, c'est sa propriété moléculaire et désoxyribo, ça c'est un truc très, très chimique, mais qui veut dire qu'il a été désoxydé sur un ribose qui est un sucre. Bref, je vais beaucoup trop loin. Donc ADN, acide désoxyribonucléique, c'est ça, c'est la génétique, c'est la recette pour toutes les protéines. Alors protéines, c'est les petits moteurs moléculaires de notre cellule. Et donc la génétique, c'est comme la recette de cuisine d'un chef. Et notre chef, il a beau avoir une recette de cuisine, il lui faut des ingrédients, il lui faut aussi des outils et il lui faut une bonne cuisine. Et en ça, quelque part, la recette en elle-même, c'est la génétique, et tout l'environnement du cuisinier, les outils dont il dispose, la cuisine, etc., c'est l'épigénétique. Hein. Retenez, épigénétique, ça commence par un E comme environnement, donc c'est comment l'environnement va jouer sur la génétique. Mmh. Donc c'est un peu avoir cette recette de cuisine, mais de peut-être ne pas avoir tel ou tel ingrédient, ou ne pas avoir tel ou tel outil, mais du coup avoir un autre outil. Enfin voilà. Du coup, selon notre environnement, on va avoir des choses différentes. Il y a 2 petits exemples pour finir ma vulgarisation, 3 petits exemples que je vais utiliser pour bien comprendre. Vous savez peut-être que, les abeilles peuvent devenir quand elles sont dans leur nid d'abeille en tant que larve, elles peuvent soit devenir une abeille normale ou soit devenir une reine. Ben ça, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on a la même cellule, on a le même génome, mais en fonction de l'environnement, on va peut-être avoir une abeille normale ou une abeille reine. On le sait aussi pour les tortues. Les tortues, selon la température, donc la température, ça vient de l'environnement, hein, on va avoir des tortues qui vont soit naître à une certaine température mâle ou à une autre
température femelle. Et le dernier exemple, je pense que celui pour me comprendre, c'est les jumeaux. Je pense que si vous connaissez quelques jumeaux, peut-être leur information génétique est la même au départ, mais au fur et à mesure, les jumeaux vont avoir une vie un peu différente, vont connaître des gens différents, avoir des relations sociales différentes, et puis vont sur quelques petits points commencer à se différencier, et notamment vieillir aussi différemment. Donc ça, c'est l'épigénétique, c'est comment, avec une seule et même recette, votre ADN, vous allez pouvoir modifier. Alors pourquoi c'est important pour la longévité? Parce que comme tu l'as dit, on est beaucoup, encore une fois, je reviens toujours au confinement, parce que c'est vraiment très pragmatique par à la situation actuelle. On est dans des environnements qui sont du coup très pollués, parce qu'ils sont très fermés. C'est les environnements de nos intérieurs. Donc au-delà de vous dire d'aérer un maximum, je vais vous expliquer pourquoi c'est important et comment on peut changer. C'est parce que du coup, avoir beaucoup de produits de pollution, c'est... alors on va aussi utiliser... Alors je sais qu'il y a des gens qui utilisent pas mal aussi de bougies odorantes. Alors, les bougies désodorisantes, c'est très bien, mais c'est de la fumée hein, qui sort quelque part. Il y a le feu et il y a la fumée. Et bon, voilà, tout le dioxyde de carbone et même le monoxyde de carbone n'est pas très bon. Et voilà, plus on utilise de ces bougies parfumées, plus on utilise des appareils des aérosols ou produits d'entretien, plus ça va polluer totalement notre intérieur. Les fumées de cuisson aussi sont très mauvaises puisque alors les fumées de cuisson, encore plus les fumées de barbecue, si vous reprenez les barbecues, même si c'est vrai que je pense que chacun adore les barbecues, aussi bien les amateurs de viande que de légumes grillés, les barbecues génèrent beaucoup de molécules. Alors c'est tout cet aspect un peu noir qu'on peut voir sur le barbecue qui est vraiment ce qu'on appelle cancérigène hein, pour le coup. Hein. Donc, en tout cas, si vous cuisinez des choses, que vous allumez des bougies parfumées, aérées, encore plus le tabac, évidemment, voilà, il faut aérer un maximum parce que ce sont des environnements très pollués. On peut aussi prendre l'exemple des acariens, hein, les acariens qui se nourrissent de toutes nos petites peaux mortes qu'on peut retrouver notamment dans notre literie ou dans notre canapé. Et forcément, on y passe beaucoup plus de temps que d'habitude et forcément, il y a beaucoup plus d'acariens et du coup de poussières qui peuvent nous déranger. Ces choses-là agissent directement pour la longévité et pourquoi je parle de ça? C'est parce que du coup, tous ces environnements-là, toutes ces molécules-là vont être nocives pour notre environnement. Elles vont créer du stress oxydatif, notamment au niveau de l'intestin. On va avoir du passage de gaz nocifs entre l'intestin, qui est la barrière vers l'extérieur, et directement, qu'est-ce qu'il y a dans notre intestin? Ben, il y a beaucoup de neurones. Alors, vous savez peut-être pas, mais il y a 200 millions de neurones dans notre intestin. C'est énorme. C'est autant que le cerveau de votre chat ou de votre chien. Je trouve ça toujours fascinant de me dire ça, qu'on a une sorte de petit chat. Alors, le chat, il est pas dans la gorge, il est dans l'intestin, hein, si vous voulez faire la comparaison. Mais pourquoi c'est important? Parce que je dis ça en rigolant, mais imaginez si on a 200 millions de neurones qui sont directement impactés par ce que l'on mange, donc ces fumées de cuisson qui sont aussi sur les aliments ou parce que l'on respire, parce que du coup ce que l'on respire va aussi dans l'intestin. Hein. Ça va rentrer directement dans la barrière intestinale, ça va rentrer directement en contact avec des neurones qui vont du coup directement, ce qu'on appelle le nerf vague, qui est le nerf relié à notre intestin, vont venir directement dialoguer avec notre cerveau. Et là, bah voilà, on a des problèmes de toxicité. Je finis avec un argument très puissant par rapport à ça. Pourquoi c'est important? C'est parce que l'un des grands articles de 2019 sur la maladie de Parkinson envisage peut-être une des causes de Parkinson comme se déclenchant dans l'intestin. Et là, ça remet vraiment, alors c'est pour ça que moi je trouve ça la science fascinante, parce que ça remet en perspective hein, qu'est-ce qu'on pense des maladies. Peut-être que la maladie de Parkinson, et du coup bah, peut-être d'autres maladies aussi, hein, neurodégénératives, ne commenceraient pas dans le cerveau, mais commenceraient peut-être directement dans notre intestin, et du coup par notre environnement et notre alimentation. Donc oui, plus que jamais, l'environnement est important, et l'épigénétique est important. Voilà. J'ai une inquiétude qui naît en t'écoutant. Il faudrait que tu me rassures et peut-être tous nos auditeurs. Tu sais, on parle de plus en plus des super centenaires. Il va devenir de plus en plus courant que des gens passent la barrière des 100 ans. Ce qui était assez occasionnel jusqu'à présent, le devient de moins en moins. Et tu sais qu'il y a un nouveau facteur maintenant pour calculer ton espérance de vie ou ta longévité, du moins, c'est ton espérance de vie à partir de 70 ans. Si tu arrives à 70 ans sans grosse maladie, hypertension, diabète, surpoids, tout ce que tu veux, tu as toutes les chances de devenir centenaire. Et pour les femmes, plus. Mais je me dis, ça sert à quoi de travailler sur la longévité, d'espérer atteindre un âge canonique, si c'est pour finir grabataire, si c'est pour finir avec une neurodégénérescence, si c'est pour
finir, tu vois, en souffrance articulaire, plus pouvoir être autonome, se déplacer, ou être affaibli par une maladie neurodégénérative. Ça sert à quoi de se poser la question de la longévité, alors que c'est peut-être pas vraiment rigolo ce qu'il y a après 100 ans, après 110 ans? Ouais, tu as totalement raison. Moi, c'est ce que je souhaite à personne. C'est-à-dire que aujourd'hui, et là, on parle de longévité et peut-être de vivre plus longtemps. Euh, mais en effet, moi, je souhaite à personne. Quand je dis vivre plus longtemps, c'est pas vivre plus longtemps sur un lit d'hôpital. Évidemment, moi, je ne le souhaite à personne. Et d'un point de vue philanthrope, altruiste, souhaitable, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est vraiment des études scientifiques qui sont sur notre espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que, en effet, tu as raison, les super centenaires et notamment ceux qui deviennent super centenaires, qui ont, là, on pourrait peut-être devenir sur quelques secrets de la longévité, qui commencent à être de plus en plus connus. Euh, mais parce que du coup, ça se joue sur leur, évidemment sur leur mode de vie. On parlait de l'alimentation, on parlait de l'effort sportif. Il y en a d'autres aussi qu'on pourrait voir. Ça, c'est hyper important et ce sont les gens qui dépassent. Alors, au-delà d'avoir peut-être certes des prédispositions génétiques favorables, ont aussi un mode de vie quasiment irréprochable. Et comme tu dis, ouais, c'est hyper important. On est aussi sur une, société qui est, je pense que tout le monde l'entend, de plus en plus vieillissante. Alors déjà, peut-être, dire que ce n'est pas une société de plus en plus vieillissante, ce n'est pas une société qui va être de plus en plus surpeuplée. Vous savez peut-être que l'un des pays où on vit le plus longtemps, c'est le Japon et c'est aussi le pays où la population baisse le plus rapidement. Donc il y a aucun lien entre vivre plus longtemps et vivre dans un pays surpeuplé. C'est même le contraire qu'on observe, hein. Les surpopulations sont dans les pays malheureusement les moins développés. Mais si on reste sur le cas français, comme tu dis, moi je souhaite à personne, toutes ces maladies-là, ça ce qui se passe après 100 ans n'est peut-être pas souhaitable et notamment, que ça soit aussi pour soi-même que d'un point de vue global. Voilà, je sais que la prise en charge du vieillissement, c'est quand même 160 milliards d'euros par an, dont 120 sont remboursés par la sécurité sociale. Alors que tous ces milliards d'euros, si on mettait juste un petit milliard, tu vois, sur la recherche sur la longévité, sur des scientifiques qui vont essayer de vous éviter d'avoir des cancers ou une neurodégénérescence, eh ben, on pourrait avoir un levier énorme. Et c'est pour ça qu'on a vraiment envie de repenser plutôt les causes, éviter d'avoir une maladie, que les conséquences, c'est-à-dire à avoir une maladie pour commencer à la traiter. Peut-être je peux terminer aussi avec le fait que, comme tu dis, 8 des 10 premières causes de mortalité en France sont liées au vieillissement, hein, à part je crois qu'il y a le diabète et les accidents de la route qui sont pas très, très loin. Mais sinon, la plupart, hein, ce sont tous les accidents cardiovasculaires, neurodégénérescence, et cetera, que je veux pas forcément aborder ce soir, hein. Le but, c'est de parler des bonnes choses de la longévité, hein, mais il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre pourquoi c'est important, aussi bien pour soi-même, pour vivre dans un corps en bonne santé. Je crois que c'est Charles Dunold, qui est un compositeur français, qui disait le vieillissement, c'est juste celui du logement. Le locataire ne vieillit pas. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout drôle de voir son corps de perdre son intégrité physique, alors que en plus dans la tête on se sent maître de soi et de son psyché. Donc en effet, ouais, pour moi la recherche sur la longévité, elle est vraiment altruiste parce que du coup, elle souhaite vraiment à ce que vous et votre entourage puissiez continuer à vivre en bonne santé. Bien sûr. Donc, tu as mis le doigt dessus, effectivement, c'est vieillir en bonne santé. C'est ça là, Ouais. l'enjeu de la réflexion sur la longévité, c'est ça. Et alors je me demandais, à partir de quel âge est-ce qu'il faut commencer à se préoccuper de ça? Est-ce qu'à 20 ans, tu dois commencer déjà à te dire: «Ouh là là, je suis en train de vieillir, il faut que je ralentis»? Est-ce qu'à 40, c'est encore rattrapable? Est-ce qu'à 70 ans, on peut se dire: «J'ai encore des leviers pour ralentir, le vieillissement»? Est-ce que c'est un âge moyen pour s'en occuper ou pas? Alors déjà, un âge moyen, non. Et surtout, même si vous avez, je sais pas, 100 ans, surtout n'hésitez pas à commencer. Et je pense que vous pouvez commencer à n'importe quel âge à comprendre et à faire des choses pour votre longévité, puisque ces fameuses 9 clés de la longévité, elles sont tout le temps présentes dans votre corps, même si de plus en plus elles se dégradent. Vous pouvez toujours agir dessus. Il y a toujours un levier à faire, que ce soit par vous-même ou peut-être demain via des technologies qui viendront nous aider. Euh, alors, il n'y a pas d'âge moyen, mais il y a un âge de début. Et l'âge de début, il est très très tôt. Moi, je suis déjà dedans. Ce n'est pas du tout un âge pour vous faire peur, mais c'est plutôt un âge, au contraire, pour vous pousser à commencer à vous intéresser à la longévité. C'est que à partir de la fin de la puberté, au début de la maturité sexuelle, c'est-à-dire environ vers 20 ans, 22 ans, on commence le vieillissement. Et du coup, en France, ce sont voilà, déjà des millions de personnes qui sont dans un processus de vieillissement, puisque le vieillissement commence dès 20 ans. Ce qui n'empêche qu'entre 20 ans et 30 ans et même 40 ans,
les effets sont peut-être moindres, mais les effets commencent quand même. C'est-à-dire que la détérioration commence quand même. Pourquoi? Oui, encore une fois, c'est hyper important de le comprendre. Alors là, c'est l'un des premiers articles pour la longévité, mais qui est un article pionnier. C'est le Kirkland 1989, qui est un article que vraiment j'aime beaucoup, qui a essayé de théoriser pourquoi on vieillit. Et en effet, il a montré que on commence à vieillir dès la maturité sexuelle parce que d'un point de vue de biologie évolutive, vous savez, cette fameuse théorie de l'évolution, celle de Darwin, théorisée par Darwin, qui aujourd'hui, alors n'est pas remise en cause, mais qui est un peu plus complexe que ça, elle nous dit que dans la nature, les animaux qui perdurent, les espèces qui perdurent, ce ne sont pas celles qui vivent le plus longtemps, c'est celles qui sont capables de se reproduire le mieux. Donc, autant mettre un maximum d'énergie dans la reproduction, quitte à, bah, plus tard, avoir une certaine longévité, mais peu importe. Ce qui est important dans la vie, dans la nature, c'est transmettre nos gènes via la reproduction. Donc, en fait, on met beaucoup d'énergie dans la santé, dans la maturité sexuelle, qui fait que si on met beaucoup d'énergie, vous l'avez compris, on va user très vite la machine. Et on va notamment user avec de l'oxydation la machine. Donc il y a vraiment, alors on le voit très bien, hein, je pense que l'exemple c'est de prendre la différence entre une souris ou une baleine, qui sont un peu les deux extrêmes. Une souris, ça vit très peu lentement, parce que du coup, une souris, ça a beaucoup de petits bébés, et ça met beaucoup d'énergie dans élever ces bébés pour qu'ils soient très rapidement capables d'en faire encore d'autres. Donc on met beaucoup d'énergie et du coup, bah, les organismes des souris vont très rapidement se dégrader. Alors que à l'opposé, et là on va mieux comprendre avec les baleines, on préfère avoir une seule progéniture avec laquelle, pardon, on va prendre soin pendant plusieurs années, hein. On va avoir des baleineaux qui vont suivre leurs baleines, en tout cas pour tous les cétacés, hein, pendant plusieurs années, parce que du coup, on a une grosse longévité et du coup on met moins d'énergie sur prendre soin de son bébé, parce que du coup le bébé est avec nous plus longtemps. Et vous comprenez bien que l'être humain, c'est un peu son cas aussi, voilà. Donc en effet, voilà, on commence à vieillir dès 20 ans parce que du coup, dès 20 ans, c'est la maturité sexuelle. J'essaie de synthétiser tout ce que je viens de dire. Et du coup, il faut, ouais, commencer à prendre soin de son corps le plus tôt possible. Et notamment, il faut apprendre à le faire avec plaisir parce que c'est comme ça qu'on y arrive bien. Mais oui. Je voudrais aborder un point précis avec toi, qui a été très médiatisé passé un temps, il y a pas si Ouais, longtemps, avec la prix Nobel de médecine, Elizabeth Blackburn, qui a eu son prix Nobel de médecine parce qu'elle a découvert ce qu'on appelle les télomères et un activateur qui s'appelle la télomérase. En deux mots, et je vais essayer d'être aussi bon vulgarisateur que toi, au bout de nos chromosomes, il y a comme des petits bouchons, et à chaque réplication de cellules, ce petit bouchon réduit jusqu'au moment où il n'y en a plus, et la cellule est donc vieille et est morte, et c'est donc la manifestation du vieillissement, ça s'appelle la sénescence. Elle a montré qu'il était possible, avec une enzyme qui s'appelle la télomérase, de refaire grandir un peu ces petits bouchons qui sont comme les bouts de plastique au bout des lacets, et tout d'un coup, il y a plus de petits bouts de plastique, et tout d'un coup, si, on peut le faire regrandir. Et d'études sur des souris ont montré que des souris qui étaient vieillissantes, grabataires, se remettaient à recourir dans leur cercle, recommençaient à avoir du poil qui poussait brun et plus gris, reprenaient de la masse cérébrale. Quand on parle de vieillissement, est-ce que tu penses qu'on en est arrivé à une somme d'informations où on peut même parler de rajeunissement? Tu crois qu'il alors est possible de regagner les compétences perdues? ouais, c'est une très bonne question. Cette notion de rajeunissement, on appelle ça plutôt la réjuvénation, elle est très importante. Je ne sais pas si elle se fera via les télomères. Alors maintenant, pour mettre un peu en contexte, les télomères, c'est la deuxième clé, pardon, de la longévité sur les 9 de l'article que j'avais présenté au début. C'est une des très importantes puisqu'elle fait partie des premières. Hem, la réjuvénation, on y va peut-être avec toute alors c'est la huitième cause qui est celle des non, c'est huitième cause qui est celle des cellules souches. On pourra y revenir après. Mais en effet, Isabelle Blackburn qui notamment, j'en profite, qui a la chance d'être à l'Institut Curie aussi, donc dans mon institut. Hem, cette télomérase qui va du coup en effet, qui est un moteur moléculaire qui va venir, recréer la télomère. Donc comme tu l'as très bien dit, hein, c'est le bouchon sur le stylo, c'est le capuchon sur l'ADN, hein. Pourquoi c'est important? C'est parce que du coup notre ADN peut être agressé par plein de choses, heu, facile à comprendre, agressé par la pollution, agressé par, le stress oxydatif, l'oxydation comme on disait, agressé par les UV. Alors les UV, attention, il y a plusieurs UV, il y a des UVB qui sont plutôt bons pour la santé alors que les UVA sont plutôt mauvais. Hem, faut faire la différence entre les 2. Mais en effet, voilà, notre ADN, il est attaqué de tous les côtés et en effet, cette télom cette ce cette télo ce télomère,
il est important. Mais beaucoup plus important que juste protéger l'ADN, c'est surtout, c'est aussi une sorte d'horloge. C'est-à-dire que plus ça va, plus le télomère, sa petite protection va diminuer, être de plus en plus petite, jusqu'à ne plus exister. Et en fait, d'un point de vue évolutif, d'un point de vue de biologie évolution, même d'un point de vue longévité, en fait, il faut mieux, si on n'a plus de ce capuchon, cette protection, et bah, lancer le programme de suicide cellulaire. C'est-à-dire qu'on préfère, notre biologie préfère tuer d'elle-même une cellule qui n'a plus de protection que de continuer de l'avoir, parce que du coup, c'est une cellule qui, sans protection, a plus de chances encore d'avoir des dégâts hein, cellulaires. Donc voilà, c'est ça. Donc, d'un côté, tant qu'on a la télomère, on peut imaginer des thérapies géniques, des thérapies génétiques, pardon, génique aussi, c'est le même mot, hein, pour protéger. Par contre, une fois qu'on a plus cette protection, il faut mieux éliminer la cellule qui, du coup, peut causer des problèmes du type un cancer. Alors, il y a, alors, certes, dans notre mode de vie, alors je parlais de la pollution, des UV, etc., on peut prendre soin de nos télomères, mais il y a aussi, alors là, pour le coup, c'est des choses qui sont moins accessibles, mais il y a aussi des technologies qui commencent à être en place. Hein. Lise Parrish, qui est une femme qui a fondé BioViva, a fait une thérapie génétique sur ses télomères et qui, du coup, a boosté sa télomérase. Donc, la télomérase, qui est, encore une fois, euh, le moteur moléculaire qui va venir réparer le télomère, parce que as, c'est un préfixe, c'est un suffixe pardon en biologie qui veut dire qui a une action sur, donc qui a une action sur la télomère. Donc elle va avoir cette thérapie génique. On va voir si elle fonctionne. Elle dit elle avoir des très bons résultats sur sa santé, notamment cardiovasculaire. Et encore là, ce sont vraiment des biotechnologies qui sont encore très peu accessibles. Mais si vous voulez quelque chose de plus pragmatique, alors on parlait d'environnement de vie, mais aussi pas mal d'aliments à privilégier, hein, notamment tous les aliments. Alors on parlait déjà des antioxydants, mais je peux en rajouter d'autres. Je pense à toutes les noix de cajou, les noix normales, le soja aussi, ben, tout ce qui va être venir de graines, de légumineuses. Pourquoi c'est très bon, notamment pour protéger notre ADN, c'est parce qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est une graine? Une graine, c'est une protection pour un arbre ou un buisson ou une fleur en devenir. Et à l'intérieur, il y a la vie à l'intérieur d'une graine. Mais cette vie-là, il faut qu'elle soit extrêmement bien protégée, puisqu'une graine, elle peut rester dans la nature plusieurs années et il faut qu'elle puisse durer aux intempéries ou aux chocs, etc. Donc vous comprenez bien que une graine, c'est un concentré de vitamines pour protéger l'intérieur, c'est-à-dire le futur arbre ou la future fleur. Donc vous comprenez bien qu'avoir des alimentations riches avec des graines, que ce soit des légumineuses, je pense aux pois, aux haricots, etc., ou avoir aussi, on parlait des noix, des cajous, les coques, etc., ou le soja, c'est très bon parce que du coup, c'est un concentré de vitamines. On parle notamment parfois de super aliments. Petite précision pour le soja aussi, s'il y a des gens qui ont déjà testé les laits végétaux, hein, non plus le lait d'origine animale mais végétale, le lait de soja est de loin le meilleur puisque c'est le lait qui contient le plus de protéines naturellement. Et des laits comme le lait d'avoine, on a besoin de rajouter artificiellement un peu de protéines pour qu'il y ait les mêmes teneurs. Donc, voilà. Donc le soja, il ne faut pas hésiter et c'est très bon du coup pour ce fameux télomère, cette fameuse protection de notre ADN. Voilà. Tout à fait, et je crois que parmi les fruits, les petits fruits rouges aussi, les myrtilles, c'est le top du top en isoflavones, et que le thé vert, Exactement. boire du thé vert, on peut boire 1 litre de thé vert par jour, c'est protecteur de l'ADN en général, ça ne fait que du bien et c'est bon. Je pense que j'en profite pour rajouter un petit truc, ça m'a fait penser, tu as parlé du thé vert. On parlait au tout début de l'alcool et notamment de l'alimentation. Moi, il y a une petite recette que je peux vous donner parce que je l'utilise très souvent, c'est que le lendemain de soirée, heu, j'aime bien préparer un petit cocktail, heu, un booster de longévité cellulaire, clairement. C'est-à-dire que c'est un petit cocktail dans lequel on va mettre du thé vert, qui est du coup plein de L-théanine. Théanine, hein, le Tha de thé, hein, donc la L-théanine qui est une molécule, un antioxydant. Donc L-théanine, donc uniquement du thé vert, pas du thé noir ou blanc. Du curcuma, parce que le curcuma contient de la curcumine, qui est un puissant antioxydant. Donc attention avec la curcumine aussi, si possible, il faut la mettre avec du poivre, parce que le poivre, notamment dans le poivre, il y a la piperine, qui est aussi une autre molécule, qui aide à assimiler le curcuma par l'organisme. Notamment, si vous pouvez mettre du poivre, alors le poivre c'est pas très bon à boire, mais ça aide à assimiler les antioxydants. Et enfin, le jus de citron, voilà, l'acide citrique, qui est aussi très bon. Donc c'est un petit cocktail, voilà, thé vert,
curcuma, si possible, du poivre et du citron. Au-delà de réhydrater notre organisme, c'est un puissant antioxydant pour notamment refaire remarcher notre foie qui du coup a bien fonctionné la veille et qui du coup a besoin de, de se concentrer de vitalité et de longévité cellulaire. Je ferme ma parenthèse sur, le thé qui du coup est un très bon aliment. Non, mais merci pour ta recette maison pro longévité. C'est noté, on te la demandera sûrement par écrit. Dis-moi, je voudrais faire un autre zoom avec toi sur un problème qui concerne des millions de Français et puis même partout dans le monde, ce sont les maladies neurodégénératives. Le vieillissement accéléré du cerveau, donc, favorise la survenue de certaines démences, dont la maladie d'Alzheimer. On sait qu'il y a pour l'instant 1 million de personnes qui ont Alzheimer en France. D'ici 10 ans, il y en aura 2 millions, et ainsi de suite. Et en Europe et dans le monde, les cas, en raison du vieillissement de la population et de la mauvaise alimentation, ou de tous les facteurs que tu as énoncés, eh bien, produisent des cas et des situations de vie qui sont absolument terrifiantes. La maladie de Parkinson, exactement, gagne aussi. Je crois qu'il existe des conseils, des outils pour ralentir la maladie, la progression de la maladie, la neurodégénérescence, et il est même possible pour des gens qui ont déjà Alzheimer de conserver, de limiter vraiment la casse au possible. Je crois que par exemple les polyglottes, les gens qui sont multilingues, sont moins touchés par Alzheimer que les autres. Je crois que faire des mots croisés, bref, entraîner son cerveau, ça permet de le protéger contre la dégénérescence neuronale. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ces hypothèses-là? Il faut muscler son cerveau même quand on est malade? Alors, il faut muscler son cerveau, j'ai envie de dire tout le temps, mais en effet, notamment quand on n'est pas malade. Alors, c'est sûr que tout ce que je vais vous dire déjà, encore une fois, une sorte d'avertissement, je veux dire, mais tout ce que je propose, ça va pas du tout éviter d'avoir des cancers. Mais c'est juste, ça peut en effet, comme tu dis, ralentir le fait que ça arrive rapidement. En tout cas, diminuer la progression. Je ne suis pas du tout magicien, hein. Ce que je propose, c'est juste des, des, euh, des réalités scientifiques. Donc maintenant, je reviens sur la question. Oui, totalement, en effet, muscler un maximum son cerveau, c'est important. Pourquoi? Parce que Alzheimer est une des maladies pour laquelle on connaît quasiment rien du tout. Et c'est-à-dire que la recherche sur Alzheimer. Alors, je commence par la partie un peu pas très drôle pour après partir sur la partie plus sympa. Mais Alzheimer, ouais, on galère beaucoup depuis maintenant plus de 30 ans. On n'arrive pas du tout. Alors, on sait très bien comment ça fonctionne. Une fois que Alzheimer est déclenché, avec des agglomérats de protéines, des agglomérats de moteurs moléculaires qui ne fonctionnent plus et qui du coup, comme ils ne fonctionnent plus, c'est un peu comme la rouille, ça s'agrège et ça fait des grosses particules toxiques dans le cerveau qui commence dans l'hippocampe, la partie dédiée à la mémoire, c'est pour ça qu'Alzheimer attaque la mémoire, et qui ensuite va faire ce petit chemin très sympathique pour venir petit à petit dégénérer tout le cerveau. Donc c'est pas vraiment, c'est quelque chose de pas très très sympa Alzheimer, et on n'avance pas du tout parce que autant, comme je te disais, on comprend qu'est-ce qui se passe, autant on comprend pas qu'est-ce qui déclenche tout ça, quels sont les facteurs déclencheurs. On rame totalement. Autant pour Parkinson, petit à petit, on est en train de se dire, est-ce que c'est pas dans l'intestin, comme on a dit tout à l'heure. Autant pour Alzheimer, on galère. Donc, en effet, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas attendre d'avoir Alzheimer pour traiter Alzheimer, puisqu'on ne sait pas le faire. Par contre, on peut se prévenir et éviter que ça arrive trop rapidement. Ou en tout cas, peut-être éviter aussi que si ça se déclenche, que ça se déclenche trop rapidement. Comme tu disais, et ça a été prouvé, des études scientifiques, hein, c'est pas du tout du spiritisme ou quoi que ce soit. euh, Faire travailler son cerveau, faire travailler son côté psychologique, avoir des relations sociales. Tu parlais des gens qui sont multilingues, des gens qui continuent à faire des instruments de musique. Il faut y aller parce que du coup, c'est hyper bon. En fait, il faut voir son cerveau comme un muscle. Plus on le fait travailler, plus le muscle s'entretient et plus il fonctionne bien. Notamment, moi, je pense à tous les gens qui... Alors, on pourrait se dire, ouais, les sciences de la longévité, écoute, Terence, c'est surtout pour les gens qui sont peut-être dans les EHPAD, qui sont très, très vieux. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, quand je vois des gens qui, à peine à 40 ans, voire même 30 ans, se disent, ah, mais je suis déjà trop vieux pour ces choses-là. Je suis trop vieux pour faire le tour du monde. Je suis trop vieux pour apprendre une nouvelle langue. Je suis trop vieux pour apprendre à faire du piano. Moi, ça m'embête. Je me dis, mais mince, ces gens-là, ils s'arrêtent, ils s'enlèvent des potentialités, simplement parce qu'ils s'en sentent plus capables. Et comme ça, moi je pense que c'est un cercle plutôt très vicieux et à ne pas avoir. Il faut continuer à être positif et à faire des choses parce que du coup, c'est en boostant ton cerveau, en s'entraînant comme un sportif, hein, qui va mieux fonctionner et même mieux. J'ai envie de dire mieux que ça. Vous savez peut-être que, alors je reviens sur vous allez voir pourquoi je fais le petit parallèle. Nous, on fait partie des animaux endurants. Donc, si nous,
ça fait plutôt de la partie des viandes rouges que des viandes blanches, hein, pour revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On est un animal endurant, on est capable de marcher très très longtemps. On n'est pas très fait pour être, on n'est pas des sprinteurs de base, hein. Notre génétique, elle est plutôt celle d'un marathonien, on va dire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que du coup, en connaissant ça, on s'est aperçu dans le sport qu'il fallait mieux, du coup, ne pas travailler l'endurance, mais plutôt choquer l'organisme avec des choses très, très intenses et très, très rudes. C'est notamment, pour les gens qui font du sport, on parle du 30-30, le fameux fractionné ou des choses comme ça, qui du coup, faut mieux choquer dans le sprint notre corps que le choquer dans l'endurance. Et ben pour le cerveau, c'est exactement pareil. Plutôt que faire des choses très très longues, il faut plutôt le choquer votre cerveau, c'est-à-dire faire des choses, aller se dire bah ok, je tente un truc très très dur, ou je vais faire un truc que j'ai jamais fait, ou je vais reprendre un truc que j'ai fait il y a très très longtemps. Et voilà, il faut choquer son cerveau parce que c'est comme ça que du coup vous allez avoir la plus grande réponse en fait, vous allez vraiment faire travailler votre cerveau. Voilà. Et comme ça, on peut aussi véritablement faire travailler sa mémoire, qui du coup va véritablement avoir des impacts. Encore une fois, je vous invite à voir parce qu'il y a vraiment de la littérature scientifique par rapport à ça. Ce n'est pas du tout de la pseudoscience. Faire travailler son cerveau peut jouer sur la rapidité du déclenchement d'Alzheimer ou d'autres maladies comme Parkinson ou Huntington, qui est un peu moins connu. Voilà. D'accord. Merci. Bon, on va sortir du tragique et du lourd des Ouais, ouais. maladies génératives, qui elles sont terribles, mais avant tout et à mon avis pour 90 des femmes qui nous écoutent, excusez-moi de le formuler comme ça, le vieillissement, c'est la peau, hein. Le vieillissement, c'est ce qui se voit sur la peau. Est-ce que tu aurais un truc, une recette pour faire en sorte que le vieillissement ne se voit pas, ne marque pas la peau, les rides? Et si tu as un truc pour la calvitie, ça m'intéresse. Mais d'abord, est-ce que tu as une recette, comment dire, pour éviter que les rides ne surviennent ou pour rattraper le défaut de collagène? Alors, tu as dit le mot secret, collagène. Très, très important. Évidemment, le vieillissement de la peau, c'est le premier qui se voit. C'est l'un des premiers qui se voit, en tout cas. Le vieillissement de la peau qui, comme les autres, commence assez très tôt, notamment parce que la peau est l'une des premières, la peau est un organe, hein, c'est notamment l'organe le plus lourd et le plus gros de notre corps, il représente tout notre corps, comme vous le savez. Et la peau est considérée comme un organe. Et la peau est la première à recevoir la pollution ou les UV, etc. Donc, en effet, c'est très, très important de prendre soin de sa peau. Euh, et de comprendre de quoi elle est faite pour agir dessus. Tu as dit le mot magique, collagène, c'est exactement ça. Comprendre en quoi est faite la peau, c'est aussi comprendre bah, comment on peut ne pas juste mettre des cosmétiques, parce que les cosmétiques, on sait tous que ça cache le vieillissement, mais ça n'empêche pas le vieillissement. Hein, voilà. Il n'y a pas de recette miracle dans les cosmétiques, alors qu'il y a peut-être des recettes bien plus intéressantes dans notre mode de vie ou dans notre alimentation. Ce que je veux dire, c'est que de quoi est constituée notre peau? Elle est certes constituée de cellules, mais les cellules de notre peau, elles sont particulières, notamment on les appelle les fibroblastes pour certains. Ils sont capables de créer ce qu'on appelle une matrice extracellulaire. Extracellulaire à l'extérieur de la cellule. Cette matrice extracellulaire, elle est très très importante au niveau de la peau. Nos cellules vont venir, c'est un peu comme un nid d'oiseau. On va avoir à l'intérieur la cellule et tout autour d'elle un nid d'oiseau qui va être composé, comme tu l'as dit, de collagène et d'autres molécules comme la laminine pour lamelle, hein, qui vont du coup être vraiment un enchevêtrement de protéines protectrices des cellules qui du coup vont assurer l'élasticité de la peau. Si ce sont des protéines, toutes ces choses-là, ce sont du coup, elles font partie de ce qu'on appelle les moteurs moléculaires, en tout cas les composants moléculaires. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'alimentation, ces composés moléculaires, ils peuvent s'oxyder, ils peuvent rouiller. Donc, qu'est-ce qui est très bon pour empêcher cela? Ce sont les antioxydants. Donc, encore une fois, une alimentation, je pense qu'on va y revenir très souvent, mais riche en antioxydants, comme ceux qu'on peut trouver dans les fruits, les légumes, les légumineuses, le jus d'orange, la myrtille, etc., les baies rouges. Euh, c'est ultra important parce que du coup, c'est des antioxydants qui du coup vont venir, euh, en effet, éviter que toute cette matrice extracellulaire se dégrade trop vite. Se dégrader, rouiller, ça veut dire, bah, c'est comme dans le cas d'Alzheimer où je vous ai dit qu'il y avait des protéines qui s'agrégeaient entre elles et qui faisaient des choses toxiques. Et bah, dans le cadre de la peau et des vieillissements de la peau et même de certaines maladies de la peau, c'est exactement pareil. On va avoir du collagène qui se dégrade, qui du coup va venir soit se casser ou soit s'agglomérer avec d'autres et du coup on va avoir un pêle-mêle qui va être vraiment toxique, qui va perdre en élasticité, en rebond. Autre point important avec la peau, donc on a parlé des antioxydants. Euh, c'est peut-être un peu compliqué que je parle de ça aussi.
Ouais, on va retenir les antioxydants. C'est vraiment le juste 2 petits mots sur ce que je voulais rajouter, en fait. C'est parce que j'essaie de bien le dire. C'est par rapport à l'inflammation. L'inflammation liée à l'âge aussi qui peut très vite arriver, c'est une sorte, alors j'essaie de la faire en 30 secondes, c'est une sorte d'état d'urgence de notre corps permanent. L'inflammation, c'est cool. L'inflammation, c'est quand vous vous coupez, il y a une inflammation qui se déclenche et du coup, ça dit: «Bah, écoutez, là, il y a une coupure, il faut vite mettre des plaquettes pour reboucher, il faut vite mettre des globules blancs pour tuer de possibles bactéries qui seraient rentrées». Enfin, voilà. C'est quelque chose qui, localement, est très cool, l'inflammation. Par contre, quand l'inflammation, elle est à l'échelle de tout, l'organisme, c'est le fameux, état pro-inflammatoire, pro qui veut dire en faveur d'eux, là, c'est pas bon du tout. Parce que du coup, on a un état d'urgence complet, qui va notamment agir sur la peau, on va y revenir juste après, et un état d'urgence qui se prolonge, bah, faites le parallèle avec l'état d'urgence en France, quand il y avait notamment quand il peut y avoir je- du terrorisme, par exemple. Ça va très vite affaiblir, si on a un état d'urgence qui est trop long, ça va affaiblir les forces de l'ordre, aussi bien mentalement que, que physiquement. Bah, pour votre corps, c'est pareil. Si vous êtes en état d'urgence trop longtemps, votre corps, il va s'épuiser. Notamment, on va avoir des cytokines qui sont des petites molécules qui vont venir, ça va être un peu les messagers de l'inflammation. S'il y en a trop, on va avoir cet état pro-inflammatoire qui, encore une fois, va jouer sur du coup toute votre peau, sur le bien-être du collagène. Enfin, quand je parle de bien-être, c'est le bien-être moléculaire, hein, c'est la fonctionnalité moléculaire. Donc aussi bien, je vous ai parlé d'avoir une alimentation riche en antioxydants, mais aussi bien éviter les états pro-inflammatoires et l'inflammation. C'est très important pour la bonne santé de la peau, hein, qui passe véritablement sur à l'intérieur en ayant une bonne alimentation plutôt qu'à l'extérieur en utilisant des cosmétiques qui sont surtout pour prendre votre argent plutôt que vous rendre une jolie peau. Voilà. D'accord. Ok, Terence, merci beaucoup. On a passé 1 heure ensemble. J'ai l'impression qu'on n'a pas abordé un Et dixième de ce ouais, qu'on pourrait aborder. C'est passé très vite. On a des centaines de questions à venir. Ça a passionné vraiment nos auditeurs. Mais avant ça, je voudrais que tu reviennes sur voilà, je crois que ça s'affiche en bas pour tout le monde. Donc, tu as modélisé un parcours, un dispositif qui permettrait aux gens de prendre en main leur vieillissement, le ralentissement de leur vieillissement, et à travers donc des formations, c'est ça? oui, exactement. Comme tu le dis, il y a tellement de choses à dire, tellement de bonnes choses à dire qu'on n'a pas le temps en 1 heure ce que je voulais proposer avec Bibouda, c'est en effet de réunir tout ça pour que chacun puisse, de manière, bah, chez lui tout seul, en plus profiter du confinement, hein, profitez-en, hein, pour vous y mettre, avoir ces outils-là, avoir accès à ce savoir scientifique que moi j'ai envie de partager, que j'ai envie de vulgariser, que je pense que tout le monde a le mérite de l'avoir pour en effet comprendre ces 9 causes enfin ces 9, ce qu'on appelle au départ causes du vieillissement, qui sont en fait du coup des clés de la longévité si on prend l'inverse. Euh, Moi, ça me tenait à cœur en effet de faire cette formation-là avec Bibouda sur à la fois du coup ces 9 clés de la longévité, donc aussi bien les vulgariser que bah, vous dire comment dans votre alimentation, dans votre mode de vie, vous pouvez les utiliser. Et puis en même temps, apporter des choses en plus. C'est-à-dire que je vais présenter quelques articles scientifiques en vous disant, bah, regardez, c'est des articles scientifiques, mais vous avez la capacité de les comprendre. Parce qu'en fait, quand on se pose 2 secondes sur un article et qu'on voit point par point, on se dit ah ouais, ok, c'est pas quelque chose de compliqué ou de mystique, c'est juste quelque chose qui est compréhensible. Et puis je voulais aussi parler un peu, donc, on va parler rapidement aussi mais des grandes maladies que sont le cancer, euh, les maladies cardiovasculaires, les maladies de neurodégénérescence aussi. J'en parle aussi dans cette formation aussi, mais à chaque fois dans un côté plutôt positif, c'est-à-dire que c'est pas s'apitoyer sur comment ça fonctionne, mais c'est plutôt se dire bah, comment on peut éviter que ça arrive. Voilà. Moi, encore une fois, je te dis, je pense vraiment que comprendre et aimer comprendre les choses. Léonard de Vinci disait toute connaissance commence par une émotion. J'adore cette phrase. Et pour moi, elle est là, tu vois. C'est-à-dire que si on apprend aux gens avec ce type de formation à aimer les sciences, à aimer et à s'aimer eux et leur biologie, et ne pas croire en des fausses informations qui peuvent souvent circuler, surtout en ce moment, et ben voilà, on peut élever chacun, élever au sens vraiment élever quelqu'un qui soit mieux dans sa peau et mieux dans son esprit. Je pense que c'est important, voilà, avec cette Ok. formation. Bon, bah super. Merci d'avoir rappelé les points importants de cette formation, Terence. Maintenant, on va passer aux questions de nos auditeurs.
Il y en avait des centaines, je pourrais pas toutes les poser, je vous demande de m'excuser par avance. Alors tout d'abord, évidemment, c'est revenu plusieurs fois parce qu'on est rentré dans le sujet finalement très vite, Terence, et tu n'as pas énuméré les 9 grandes catégories. C'est de ma faute. Ah oui, et moi je t'ai pas donné la parole non plus là-dessus, excuse-moi, excusez-moi. Donc voilà, est-ce que tu peux les énumérer lentement, une à une, s'il te plaît? Bien sûr, je peux même vous laisser le temps de les noter. De toute façon, elles sont souvent disponibles sur le replay. La première, c'est la génétique. C'est la plus profonde, c'est la toute première. C'est votre code. C'est vraiment votre code génétique. C'est votre ADN. Ça va être sur toute une alimentation qui va protéger votre ADN, un mode de vie qui va protéger votre ADN. Donc la première, c'est la bonne santé de votre génétique, donc de votre ADN. Ensuite vient les télomères, c'était la deuxième dont on a parlé. Donc c'est la protection. Vous allez voir, ça va être graduel en fait. Hein. On va aller de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, c'est-à-dire nous. Donc un, l'ADN, la génétique. Deux, les télomères qui du coup vont être cette protection de notre ADN. En trois va venir l'épigénétique. Donc comment l'environnement influence notre génétique, l'expression de nos gènes. Donc ça va être 1, 2, 3, ADN, protection de l'ADN et comment l'environnement joue sur l'ADN. Tu vois, c'est graduel. Donc ça, c'est pour la troisième. La quatrième, on a quand même souvent parlé, c'est éviter l'oxydation des protéines, éviter la rouille des protéines. En fait, on a parlé de l'ADN sur les trois premières, et ben la quatrième, c'est les protéines qui sont du coup un autre élément fondamental de nos cellules. La cinquième, j'essaie de le faire, de me rappeler dans l'ordre de la formation, c'est les mitochondries. Les mitochondries, c'est un mot compliqué qui en fait veut dire, c'est un mot latin, j'explique dans la formation d'où ça vient, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Ce sont véritablement ce qui va apporter l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est le carburant moléculaire. Et vous comprenez bien qu'une usine dans une cellule, eh ben, c'est un peu comme une usine ici dans nos pays, ça peut très vite polluer et ça pollue la cellule. Et du coup, c'est important de se débarrasser à temps des mauvaises mitochondries, donc des usines moléculaires qui sont trop vieillissantes. Ça, c'est la cinquième. La sixième, c'est celle dont on a aussi beaucoup parlé. En fait, vous allez voir, je n'ai pas forcément explicité le nom de ces causes, mais on en a souvent parlé. C'est toute celle qui est autour de l'alimentation. Notamment, quand on parle d'alimentation, on parle de détecteur des nutriments. Cette sixième cause qui est la détection des nutriments, si elle est très bien faite, et ben on assimile très bien tous les nutriments, les protéines, etc. Si elle est très mal faite, et ben pas mal de maladies, notamment métaboliques, cardiovasculaires, etc., dont on a déjà parlé. La sixième, la septième et la huitième sont très très liées. La septième, c'est se débarrasser des cellules vieillissantes, ce qu'on appelle les cellules sénescentes, qui vient du latin senex, qui veut dire vieux. Donc les cellules sénescentes, les cellules vieillissantes, il faut s'en débarrasser. C'est la septième clé de la longévité. Et on explique dans la formation comment le faire. Et la huitième qui vient directement, c'est comment les remplacer avec des cellules souches. Notamment, c'est booster la bonne santé de vos cellules souches, qui sont des cellules souches, si vous savez, c'est les cellules qui sont capables de donner toutes les autres, aussi bien les neurones, les globules rouges, etc. Donc encore une fois, pas de recette miracle, on va pas révolutionner comme ça tout, mais au moins on peut essayer d'avoir une bonne santé cellulaire par rapport à ça. Donc la septième, les cellules vieillissantes, la huitième, les cellules souches, donc enlever les cellules vieillissantes et remettre des cellules souches, c'est plutôt, quand même, vous l'admettrez, plutôt bon pour nos organes. Et la neuvième, on en a parlé aussi à la fin, c'est éviter l'inflammation. Donc c'est promouvoir l'anti-inflammation pour véritablement baisser cet état d'urgence du corps. Là, il y en a 9, mais dans la formation, on en voit aussi celle qui pourrait être la 10e et peut-être la 11e cause, dont on a aussi très rapidement parlé, mais il y a tellement de choses à dire. Oui. C'est la qualité de notre barrière intestinale. Ça, c'est la 10e. Et la 11e, c'est notre microbiote, donc l'intégralité des bactéries qu'il y a dans notre intestin. Pourquoi elles ne sont pas reconnues encore? C'est parce que du coup, c'est des domaines très récents qu'on est en train d'étudier. Et du coup, avant de les intégrer officiellement comme cause de la longévité, il faut attendre un petit peu, d'avoir un consensus scientifique. Voilà. D'accord. Quand on a abordé, je vais essayer de synthétiser plusieurs questions autour du même thème. Quand on a abordé l'alimentation, on est passé assez vite, donc on a mentionné sur la malbouffe, grosso modo les caractéristiques de la malbouffe, c'est trop gras, trop sucré, trop salé. Et beaucoup de nos auditeurs nous demanderaient un zoom sur le sucre,
Parce que je crois de mémoire, effectivement, que nos grands-parents, à toi, à moi, mangeaient 3 kilos de sucre par an et que nous, on en est à 30 kilos de sucre par an. Tu sais, dans son bouquin, j'ai bossé 2 ans avec David Servan-Schreiber, dans son bouquin anti-cancer, il disait que le sucre est un promoteur de l'apparition du cancer et du vieillissement, en fait, caché. Tu accordes un statut particulier au danger du sucre? On mange trop de sucre ou pas tant que ça finalement? On mange vraiment beaucoup trop de sucre. Sûr, c'est inévitable. Alors déjà, 2 points. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de catégories différentes de sucre. C'est comme les acides gras, c'est comme le gras, il y a pas qu'un seul sucre, hein, il y en a vraiment plein de différents. Heu, Entre glucose, tout ce qui finit par ose, souvent glucose, saccharose, ribose et cetera sont des sucres différents. Il y en a des bons et des moins bons, hein. Mais en effet, le sucre est très mauvais et le sucre est reconnu depuis très longtemps comme étant cancérigène en trop grande quantité, hein. Souvent, ce qui fait le poison, c'est la dose, c'est pas le donc on peut avoir des choses qui sont très, très bonnes, notamment il y a même des vitamines, hein, certaines vitamines, si on les prend en trop grande quantité, elles sont dangereuses, hein. Le poison est dans la dose, encore une fois. Hem alors, pourquoi le sucre, c'est bon déjà? Et puis pourquoi trop de sucre, c'est pas bon? Le sucre, ça reste bon parce que notamment, voilà, qui consomme beaucoup de sucre dans notre corps? C'est notre cerveau. Notre cerveau consomme, alors c'est énorme, hein, il consomme 20%, 1/5 du sucre, que l'on consomme quotidiennement, hein. Tout ce sucre-là, 1/5 est directement utilisé par notre cerveau qui fonctionne et qui carbure véritablement à ça. Donc évidemment, le sucre, c'est bon. Vous savez peut-être qu'il y a des sucres qu'on dit lents et des sucres rapides. En effet, les sucres lents sont quand même meilleurs pour la santé. Il faut n'empêche pas en abuser. Alors les sucres lents on les trouve notamment dans les pâtes. Hem, c'est bon ces choses-là, c'est meilleur que des sucres rapides. Il faut quand même pas trop en abuser parce que c'est des choses qui restent quand même assez grasses. Hésitez pas à manger notamment des sucres lents avant un effort sportif. Là, c'est très, très bon, hein. Mais pourquoi c'est dangereux? On en parlait tout à l'heure, c'est notamment cette maladie, ce qu'on appelle la cirrhose du foie ou la maladie du soda, qui est la 1re maladie selon l'OMS dans les pays très développés. En fait, avec trop de sucre, on va juste venir, solliciter trop notre foie et notre pancréas et plein de choses comme ça et trop stimuler ces organes-là vont faire qu'ils vont très vite se dérégler. Notamment, hein, une maladie très connue, c'est le diabète, hein, qui vient tout de suite avec, des problèmes de sucre. C'est parce que du coup, bah, voilà, on fait trop fonctionner nos organes, notre pancréas et notre foie. Du coup, ils peuvent plus suivre, ils dégénèrent, tout comme, Alzheimer, c'est une dégénérescence des neurones et du coup, bah, voilà, on va avoir, des dérégulations totalement. Notamment, alors là, on en revient en fait, on va revenir sur plein d'autres causes du vieillissement parce qu'en fait, tout est lié, hein. Si on dérégule ces choses-là, on va déréguler la 6e cause qui est les détecteurs des nutriments, notamment l'insuline qui est très connue. L'insuline qui est un détecteur du glucose qui, vous comprenez bien, si l'insuline n'est plus produite comme il faut, et bah, du coup, c'est le diabète, hein, et du coup, bah, on n'arrive plus à réguler le sucre, voilà. Et notamment, on le stocke, alors qu'on devrait l'éliminer. Donc voilà, le sucre, évidemment, plein de choses à dire, mais en petite quantité, comme la plupart des aliments. Voilà. D'accord. Quand on parlait d'épigénétique et donc de l'influence de l'environnement, sur, comme facteur de vieillissement, ou pas, on a rapidement, abordé, mais pas assez visiblement au regard des questions, la question de la pollution électromagnétique. Est-ce que tu as des informations, donc des études scientifiques qui montrent que la pollution électromagnétique, donc, le Wi-Fi, le téléphone portable, la 5G qui arrive, il va y en avoir à tous les coins de rue, est-ce que c'est un facteur délétère sur mon espérance de vie, sur ma santé? Est-ce que c'est un facteur d'accélération du vieillissement ou on n'en sait rien pour l'instant? Alors c'est une très bonne question, parce que là tu touches à quelque chose qui moi est très important pour moi, c'est la désinformation et même les fake news. Parce que notamment, alors on pourra y venir sur qu'est-ce qui se passe réellement, mais il y a quand même évidemment, je pense que certains le savent et l'ont compris, beaucoup de fausses informations qui circulent par rapport aux ondes électromagnétiques et notamment à la 5G. Alors je ne suis pas du tout pour promouvoir la 5G ou ne pas la promouvoir, mais déjà, on a très très peu d'études scientifiques et le peu d'études scientifiques vous pouvez les chercher, elles existent, hein, même peut-être que certaines sont en accès libre et pas besoin d'aller payer pour y avoir accès. Mais les premières études que l'on a, c'est que ces ondes électromagnétiques ne sont pas problématiques, ne sont pas délétères. Pourquoi? C'est parce que en fait, souvent on mélange beaucoup de choses. Parce que ondes électromagnétiques,
quelle est l'onde électromagnétique que tout le monde connaît très bien? La lumière. Et pourtant, la lumière, on sait que c'est pas très mauvais. Bon, à part la lumière bleue pour les yeux avant de dormir. Voilà. Et une autre onde électromagnétique, c'est la radio. Vous écoutez la radio, et la radio, elle existe depuis longtemps. La radio, il y en a tout autour de nous. Ce n'est pas dangereux pour nous. Il y a les infrarouges, il y a les UV qui sont aussi des ondes électromagnétiques. Électromagnétiques, qui veut dire qui sont des variations du champ électrique et magnétique dans l'espace, ne sont pas des choses dangereuses. Par contre, il y a d'autres ondes électromagnétiques qui, elles, sont vraiment dangereuses. C'est notamment la radioactivité, les ondes gamma, etc., qui sont des ondes qui viennent de l'espace ou, comme vous savez, des centrales nucléaires. Enfin, à l'intérieur, hein, elles ne sont pas libérées. Hein. Les centrales nucléaires sont très bien protégées pour ça en France. Donc là, la question, c'est de savoir de quelle onde électromagnétique on parle. Est-ce qu'on parle de celles qui sont pas nocives, comme la lumière ou l'infrarouge ou les UV, ou celles qui sont dangereuses, comme celles qui sont plutôt les ondes qu'on peut trouver notamment dans des machines ou dans l'industrie. Voilà. Pour l'instant, c'est dur à dire, mais ne serait-ce que nos téléphones portables, hein, souvent on entend dire que les téléphones portables, c'est pas bon. Les téléphones portables, c'est pas bon, mais pour d'autres choses que ça. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de consensus scientifique. Donc, je pourrais pas vous dire c'est mauvais. Les téléphones portables, c'est mauvais pour plein d'autres choses, hein, pour la dopamine que ça procure ou des choses comme ça, ou pour le fait d'être addict et faire d'autres choses. Mais j'aurais pas tendance à dire, avec le savoir scientifique actuel, ça peut totalement évoluer demain. Mais en tout cas, avec ce qu'on sait aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que, enfin, c'est pas moi qui ai tendance à dire, c'est que les preuves scientifiques sont plutôt à dire qu'il n'y a pas de gros effets des ondes électromagnétiques, celles notamment utilisées dans la 5G. Voilà. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Mais c'est juste l'état de l'art actuellement dans la science. D'accord, ok. Un facteur de vieillissement de la peau, c'est la lumière du soleil, effectivement. Les ondes, on reçoit de l'onde, mais effectivement, il manque de l'information scientifique forte. Il y a des présomptions, mais il manque des informations fortes. Dis-moi, tu as évoqué dans la conférence, notamment quand on parlait d'alimentation, une source alimentaire qui a déclenché une avalanche de questions, parce que c'était une source alimentaire polémique. C'est le soja. Beaucoup de personnes te demandent de préciser si le soja n'est pas dangereux, n'a pas de risques hormonaux dépendants pour les femmes qui pourraient déclencher du cancer du sein ou qui seraient en récidive de cancer du sein, ou bien qui auraient des problèmes de thyroïde, hein, parce que le soja est parlé de 1000 vertus et de 1000 vices aussi. Alors, qu'en est-il? Oui, alors je pense que les personnes, à moins que je me trompe, mais parlent aussi des conditions dans lesquelles est produit le soja, par rapport au fait qu'il soit bourré de pesticides, par exemple. Je suppose que c'est par rapport à ça. Hein. Peut-être Non, non, tu me dis. non, 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 c'est sur l'effet sur la santé, l'effet réel et bénéfique, protecteur du soja. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment conseillé? Ah ouais, alors si c'est indépendant du fait que ça de pesticides, en tout cas, favoriser le soja bio, c'est ça que je veux dire en tout cas. Non, dans ce cas-là, il y a plutôt un consensus. Alors, il faudrait que je puisse vous le prouver. Alors, je ne les ai pas sous les yeux, désolé, mais avec des études scientifiques sur les bienfaits du soja, oui, oui, qui est plutôt quelque chose de très bon pour l'organisme. Ouais. J'ai pas d'autres choses à rajouter parce que du coup, j'ai pas j'ai pas connaissance d'articles en tout cas en tout cas dans la sphère scientifique. Peut-être aller voir avec un nutritionniste, hein, qui sont quand même des experts plus que moi sur l'alimentation, évidemment. Mais moi, j'ai pas de connaissance de gros effets délétères. Ouais, C'est plutôt quelque chose de souhaitable, le soja. C'est plutôt cool. cool. Voilà. Ok, super recommandation, c'est cool. C'est Ouais, conférence. c'est Très sympa. bien. Eh ben, écoute, voilà, on a fait quasiment 1h30, 1h20, 20 ensemble. On a fait un bon tour du sujet tout en ayant à peine survolé, on s'en rend bien compte, À peine, ouais. sur le sujet. Heureusement que ta formation est bien plus précise, cadrante et éclairante, pratique. Aussi, merci pour la petite recette thé vert, Ouais. curcuma, piperine, citron. Ça doit être horrible à boire, mais c'est pardon, on essaiera. Et en tous les Ouais. cas, c'est un plaisir de te réentendre. Et en tous les cas, vous pourrez évidemment nous réécouter en replay. Le webinaire de ce soir sera disponible hein, sur le site de Bibouda dès demain. En tous les cas, on te remercie beaucoup Terence pour toutes ces informations et à très vite. C'était un plaisir. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver.